Vous venez nous parler d'une note co-rédigée avec Selma Mahfouz. Donc, c'est une première note qui précède un rapport que vous a commandé la Première ministre sur l'évaluation des politiques macroéconomiques de la transition énergétique. En un mot, comment est-ce qu'on peut adapter au mieux l'économie française à l'objectif de neutralité carbone en 2050 ? Alors, 2050, ce n'est pas vraiment le problème. C'est 2030 le problème. Voilà, 2050, on a beaucoup de raisons d'être optimiste. C'est-à-dire que ce dont on s'est aperçu, c'est quand même que lorsqu'on met en route la machine d'innovation, lorsqu'on l'oriente vers un objectif précis, elle délivre des résultats. Donc, le coût des renouvelables s'est effondré, le coût des batteries s'est effondré. Et donc tout ça, ça nous donne l'impression, enfin l'idée, que c'est quand même probablement plus faisable à un coût moindre que ce qu'on avait pensé pendant des années. Sauf qu'il va falloir en passer sauf qu'on est en train d'accélérer. Ouais. On est en train d'accélérer, bien sûr, parce qu'on n'a pas fait grand-chose pendant longtemps. Et tout à coup, on s'est fixé cet objectif 2030, que Frans Timmermans, à la COP, a en fait annoncé qu'on irait même plus loin que les moins 55% d'émissions à l'horizon 2030. On ferait moins 57%. Mais vous y croyez à ça, alors que on n'a pas tenu les promesses tenues justement jusqu'à présent ? Écoutez, je crois qu'il y a un gros problème de crédibilité. Oui. Ici, il s'est engagé, c'est probablement parce qu'il avait des raisons de s'engager et des motifs pour le faire. Donc, c'est pas simplement pour le plaisir d'annoncer qu'on allait faire plus et de se trouver démenti par les faits peu après. Donc, je pense qu'il y a une vraie accélération. Et la vraie accélération, c'est le témoignage, c'est le basculement sur les voitures électriques, c'est quand même un changement absolument majeur. C'est l'accélération des renouvelables. Et c'est, vous savez, la crise énergétique, elle est ambiguë, parce qu'à court terme, elle nous fait inévitablement, bien sûr, émettre plus, parce qu'on passe du gaz, qui est une énergie relativement peu intensive en carbone, à des énergies qui sont plus carbonées. Oui. Donc à court terme, ça a cet effet, mais assez vite, à l'horizon de quelques années, ça accélère le passage aux renouvelables, ça accélère la transition. Mais sauf qu'en fait, aujourd'hui, on demande aux populations de changer, donc en effet, leur voiture, leur chaudière, d'isoler leur maison. Tout ça, c'est quoi ? Mais évidemment, ce sont des dépenses immédiates, du capital mis de côté, sans pour autant avoir une meilleure qualité de vie dans un contexte de crise économique actuelle. Comment est-ce qu'on embarque justement les populations dans ce combat ? C'est exactement... D'abord, vous avez très très bien résumé le problème, c'est-à-dire que d'ici 2030, on va devoir, parce qu'on accélère, on va devoir, disons, déclasser du capital, déclasser des chaudières, déclasser des véhicules. On va devoir investir pour avoir à peu près le même confort de vie. Donc, dans un contexte de croissance qui va être lente, on va devoir prélever, en fait, collectivement, sur la consommation, sur le sol des finances publiques. On va devoir faire ça pour, au fond, ne pas améliorer fondamentalement la situation des gens à court terme. Justement, donc il y a à l'horizon 2030, c'est ça la difficulté. Justement, on ouvre aujourd'hui la transition énergétique comme un potentiel surplus de croissance, d'emplois créés, d'innovation. Vous dites ça, c'est du long terme, c'est pas à 10 ans. C'est pas à 10 ans. Oui, c'est pas à 10 ans. C'est un premier diagnostic. Ensuite, on va l'affiner. J'ai pris le risque de mettre des choses dans le débat parce que ça me semblait important de le mettre dans le débat très tôt. Oui, parce que c'est vrai que quand on écoute le discours d'Elisabeth Borne, qui est très enthousiaste, mais ça cache quand même une partie de la vérité, en tout cas sur la partie court-termiste. Encore une fois, je suis d'accord sur le long terme, mais je pense qu'il ne faut pas se cacher les difficultés qui sont juste devant nous. Et ça, c'est pas rendre service au débat que de laisser croire que ça va être facile. Mais alors justement, allez-y. Donc, il va falloir, ce qu'on peut faire, ce que peuvent faire les politiques publiques, c'est d'abord de donner des solutions à chacun. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que de laisser les gens en leur disant vous devez changer votre chaudière, vous devez changer votre voiture, vous devez isoler votre maison. Mais en fond, si vous n'avez pas accès au crédit, on ne vous aide pas. Donc, ça, c'est pas possible. Donc il faut faire en sorte que le coût en capital que chacun va devoir payer, soit ceux qui n'ont pas les moyens de payer, il faut les aider. Il faut leur permettre de le faire. Il ne faut pas les exonérer des efforts, bien sûr, mais il ne faut pas les laisser sans solution. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un rôle que les politiques publiques doivent avoir, notamment sur l'accompagnement, je pense aux personnes qui ont du capital humain ou matériel investi, notamment dans les moteurs thermiques, les accompagner avec des reconversions pour les salariés, mais aussi pour les industries, pour les territoires ? Poser la question, c'est y répondre. Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais est-ce que le gouvernement a prévu de faire ça ?
Le gouvernement est en train d'élaborer une nouvelle stratégie énergie-climat, compatible avec l'objectif européen. Mais dans cette élaboration, et c'est pour ça que j'ai voulu intervenir tôt, il faut que tout ça soit pris en compte. Il ne faut pas supposer que simplement parce qu'on va créer des emplois, tout va bien se passer. Non, ce n'est pas les mêmes emplois, ce n'est pas les mêmes qualifications, ce n'est pas les mêmes territoires.